Sophie Binet et François Ruffin ne sont pas très copains avec Bernard Arnault. Quelque part, moi non plus, en ce sens qu'il est mouillé avec l'État, ça c'est clair, et vous savez bien que je ne valide pas ce genre de procédé. Néanmoins, sur les principes économiques, sur les incitations, sur les conditions économiques sur place, et puis bien sûr sur la réalité de leur rôle social à eux, il y a beaucoup de choses à dire, très intéressant. Donc on va tout de suite écouter ce qu'elle a à dire. On va ensuite aller voir Monsieur Ruffin, et vous allez voir que ces deux énergumènes, en fait, sont totalement largués en termes économiques. Sur le cas de Bernard Arnault, c'est seulement 20% de ses salariés qui sont en France aujourd'hui, donc le Made in France est très relatif. Et ses propos, ses comportements sont à l'image du comportement des grands patrons aujourd'hui qui coulent le pays. Ils n'en ont plus rien à faire de la France, ils n'en ont plus rien à faire de l'intérêt général. Leur seul objectif, c'est l'appât du gain. Moi, j'ai envie de dire, les rats quittent le navire. Voilà ce qu'on voit aujourd'hui. Alors, non, il suffit, Sophie, ça suffit maintenant. On arrête de dire ça. On arrête de dire des choses qui ne sont pas correctes. Je passe vraiment sur le côté en plus intérêt général, parce que dans son sens à elle, ça veut dire collectivisme, ça veut dire étatisme. Pour un libertarien, intérêt général, ça veut dire respect des droits de propriété. Ça veut dire libre marché, ça veut dire tout simplement échange libre et sans entrave. Ça veut dire commerce, ça veut dire paix sociale, ça veut dire niveau de vie qui explose, gain de productivité... Voilà, ça veut dire tout ça. Et donc bien sûr, le sous-jacent de tout ça, c'est respect du droit naturel. Faut-il encore le préciser, bien sûr, c'est la base de tout. Non, là ce qui est plus dérangeant, c'est le côté les rats quittent le navire, dans le sens où Arnault fait partie du problème français. Arnault donc est un rat économique. Arnault est un fuyard. Arnault participe au délitement, aux problèmes en place, qu'on veut bien dénoncer, machin. C'est ce que met un certain Éric Klein ici. Comparer les grands patrons à des rats, oser dire qu'ils coulent le pays. Sophie Binet, au-delà d'être une bonne à rien, qui n'a jamais produit 1 euro de richesse de vie, est une garce, c'est elle qui coule la France. Et oui, en fait, ce qui est amusant, c'est que Binet, je le mets en commentaire ici, elle est secrétaire de la CGT, quoi, qui est une organisation permise par l'État, par sa législation. J'irais même jusqu'à dire qu'en fait c'est un cartel syndical qui fausse le marché du travail, et donc qui empêche l'ajustement naturel des salaires, ou, entre autres choses, qui vient favoriser le chômage. Pour la simple et bonne raison que tout l'intérêt d'un cartel syndical pro-travailleur, en apparence, ça c'est le narratif, et c'est le rôle social qu'on veut bien s'attribuer. Mais ça, c'est juste une espèce d'apparat, une espèce de façade. C'est pas la réalité, bien sûr. La réalité, c'est la dégradation économique que ça produit. Pourquoi ça ? Tout simplement parce que la CGT a intérêt à tirer les salaires vers le haut, et notamment au-delà de la productivité marginale réelle. En d'autres termes, ça veut dire que ces gens, ces militants, partisans, et notamment sa secrétaire générale, Sophie Binet, ont intérêt à réclamer des hausses en continu et à réclamer plus d'argent à allouer aux salaires et donc aux travailleurs que ce que les entreprises peuvent verser. On ne peut pas payer plus à un travailleur que ce qu'il rapporte. Désolé, quoi, Sophie Binet. Désolé, quoi. Vous savez, les salaires... je dis vous savez, je pense que oui, vous savez, mais pour Sophie Binet, les salaires, madame, ne sont pas une... comment dire ça ? C'est pas un truc qu'on décrète, voilà. C'est pas un truc qui est décrété, un salaire. Non, en fait, un salaire, d'ailleurs, c'est un peu comme un chef naturel, ou un leader naturel. Et j'ai bien dit naturel, j'ai pas dit un état. En fait, c'est sécrété. C'est sécrété par quoi ? Par l'offre et la demande sur un marché, en l'occurrence du travail. Le travail est une ressource comme une autre, qui doit être allouée rationnellement par rapport à l'offre, donc aux employeurs, et à la demande, donc aux chercheurs d'emploi. Si on ne laisse pas les gens se débrouiller entre eux, forcément ça coince. Globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la concurrence, qui s'exprime au sein du libre marché, est absolument essentielle, à la fois côté chercheur d'emploi, à la fois côté entreprise. Côté chercheur d'emploi, le fait d'avoir différentes entreprises au sein desquelles je peux postuler me permet de comparer, me permet notamment
entre autres choses, hein, pas que, mais d'aller chercher un meilleur salaire. Et j'ai bien dit pas que. Certains auront des préférences manifestes pour des conditions, pour une politique intérieure, pour une vision, pour des missions spéciales. Il n'y a pas que l'argent dans la vie, comme on dit. Absolument, tout à fait. Il n'empêche qu'on a la possibilité de discriminer en tant que chercheur d'emploi sur le salaire. Et côté entreprise, plus il y a de concurrence, plus chacun va se battre aussi pour attirer à soi les meilleurs talents, bien sûr, parce qu'on a tout intérêt de retenir à nous, d'attirer à nous des talents dans l'entreprise pour la faire prospérer, mais plus aussi, bien sûr, nous serons laissés libres d'allouer notre capital et de prendre nos décisions à la mesure de nos ambitions et de nos volontés. On ne sera plus artificiellement gêné par ces parasites. Et donc pour le côté chômage, je l'ai dit un petit peu avant, mais tout simplement, quand vous tirez les salaires vers le haut, et au-delà du seuil que peuvent encaisser, que peuvent absorber les entrepreneurs, et bah forcément, on ne peut plus embaucher. Donc il y a des reports d'embauche, des licenciements, tout simplement, et donc vous créez du chômage. Voilà. Parce que, en fait, pour le dire très simplement, le coût du travail devient intenable. Et c'est pour ça que le SMIC n'est pas une mesure sociale. Le SMIC est une mesure antisociale, bien sûr. Le SMIC dégrade le marché du travail. Le SMIC précarise les individus à productivité marginale inférieure, relativement faible, et qui sont souvent en fait des gens peu qualifiés, avec peu de compétences, on va dire profondes ou intéressantes pour une boîte, qui vont pas, en fait, si vous voulez, générer beaucoup de profit en bout de course pour la boîte, ou des travailleurs jeunes, souvent, qui n'ont pas encore accumulé beaucoup d'expérience et qui n'ont pas su faire leurs preuves. Donc voilà, les jeunes et les peu qualifiés vous remercient avec votre SMIC à la con, hein, littéralement, ils sont mis de côté. Alors beaucoup d'entre eux l'ignorent, que tout ça les met de côté, puisque vous le savez, ce beau pays, malheureusement profondément érodé par son état destructeur, pléonasme, est touché d'un analphabétisme économique sidérant. Donc il faut le répéter, quoi. Il faut le répéter, mais le SMIC n'est pas social et la CGT n'est pas sociale. Ces revendications viennent perturber l'allocation naturelle et rationnelle de la ressource travail. Maintenant, on va aller vers notre cher François Ruffin et on va écouter ce qu'il a à dire. Vous allez voir, il fait une confusion qui est tout à fait intéressante entre salaire et valorisation financière, qui est très courante à gauche. Vous allez voir, c'est intéressant, donc on l'écoute et on y réagit juste après. Vous qui défendez les ouvriers, les salariés, ce serait une mauvaise nouvelle pour l'économie française si LVMH, 40 000 salariés en France, si cette entreprise décidait de quitter la France suite à cette augmentation d'impôts, si d'aventure elle durait dans le temps? Un peu de décence d'abord. On a un monsieur Arnaud dont la fortune a été multipliée par 6 en 10 ans, qui est passé de 28 milliards d'euros à 190 milliards d'euros. Je pense que les gens ne se rendent pas compte, mais ça signifie qu'en une année de revenus de Bernard Arnault, c'est 810 000 années de revenus d'un Français moyen, c'est-à-dire d'une infirmière, d'un professeur, d'un éboueur, et que c'est comme s'il travaillait depuis le Pléistocène pour une année de revenus de Bernard Arnault. Et c'est ce monsieur dont la fortune a décuplé qui vient là geindre et se plaindre parce qu'il y aurait une taxe sur les entreprises qui font plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ça laisse quand même entendre qu'on pourrait comparer des fortunes financières avec des salaires nets annuels. Je trouve ça pas clair et j'ai préféré faire un mot. Parce qu'en fait, je me méfie avec notre Ruffin et avec les gens de son idéologie, quoi. Donc très à gauche, très socialiste, enfin encore une fois, très analphabète. Hein. Désolé, hein, c'est comme ça, en économie. Vraiment, des gens qui ne manient pas de principes qui décrivent la réalité. C'est ça que ça veut dire à la fin. Ça veut dire qu'on décrit le monde à travers des mécanismes ou des concepts qui n'existent pas. Donc en fait, on parle de trucs, on dit des trucs qui n'ont pas de sens, qui sont vides de sens, qui n'ont pas de teneur. Ça crée de la confusion, tout ça, François. Vous créez de la confusion, monsieur. On va commencer par la base. Il nous dit que Arnaud a vu sa fortune être être multipliée par 6 en 10 ans. Ok. Moi, je vais sortir là 2 minutes du côté collusion que je dénonce à moi chez Arnaud, qui est évidemment un type qui a été construit en copinage, qui appartient à la machine étatique, enfin para-étatique. Ok, c'est clair. Mais partons de principe.
Le principe, c'est l'enrichissement très fort. Sur le principe, quel est le problème de l'enrichissement très fort? Est-ce que c'est une agression en droit? Est-ce que c'est une menace pour le corps social? Sur le plan juridique, hein, est-ce que vraiment des gens sont agressés, volés? C'est ça que ça veut dire, hein. Agression physique manifeste ou vol de propriété privée. Enfin, sur une propriété privée. Est-ce que c'est ça? Bah non, pas du tout, François. En fait, il n'y a aucun problème, quoi. L'enrichissement est signe de profit, signe de service rendu, signe de capital qui s'accumule, de préférence temporelle pour le futur, signe que la division du travail se passe bien, que la coopération se passe bien, que chacun y trouve son compte, parce que l'économie est un grand jeu à somme non nulle, donc chacun y gagne en y participant, parce que le commerce ne fait pas de perdants. C'est ce que ces gens ne veulent pas entendre. Le commerce ne fait pas de perdants. Et qu'il y ait des commerçants plus riches que d'autres n'implique pas agression, pas du tout. Ça n'a aucun sens, ça n'a même aucun rapport en fait. Où est l'agression? Si certains parviennent mieux à s'enrichir que d'autres, si certains remplissent mieux, si vous voulez, les besoins manifestes des consommateurs que d'autres, so what? Et ensuite, non seulement ils rendent des services à des millions, voire des milliards d'individus, et ensuite surtout, mais je veux dire, vous êtes en train de reprocher à des gens d'être meilleurs que d'autres, quoi. Mais enfin là, qu'est-ce que c'est si ce n'est du ressentiment, si ce n'est une espèce de jalousie, d'envie? Ouais, c'est ça, hein. Le socialisme aussi à un endroit, c'est une envie qui devient complètement psycho, hein, psychorigide. Vraiment, c'est. Donc libérez-vous de tout ça, là, de ce marxisme mental qui vous fait voir de la prédation là où il n'y en a pas. L'économie n'est pas un gros gâteau au chocolat, hein, c'est ce que je mets en dessous. C'est pas un gâteau, monsieur Ruffin. L'économie, c'est un espace social d'échange. Les fameuses harmonies économiques de Bastia. Et qu'est-ce qui se passe quand on échange? Quelle est la mécanique de l'échange? Parce que c'est ça l'économie, hein. Ça n'est que de l'action humaine et de l'échange. Ça n'est que ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, monsieur Ruffin? Ça veut dire que des gens acceptent d'échanger. Ça veut dire que des gens choisissent l'option qu'ils pensent être la meilleure. Et attention, ça ne veut pas dire que les gens parfois ne regrettent pas, ne se trompent pas, ne font pas faillite. Bien sûr qu'ils font faillite, pour certains. Bien sûr qu'ils se trompent. Bien sûr qu'ils font des mauvais choix. Bien sûr. Mais ils se réajustent, ils apprennent, ils évoluent. Ils s'adaptent à la réalité chaotique. Ils mettent en permanence de l'ordre au sein du chaos, monsieur Ruffin. Par le choix individuel que vous nous refusez en permanence, en érodant la propriété privée et en ne comprenant rien à l'économie. Vous nous refusez le choix. Et par extension, vous nous refusez l'accumulation. L'accumulation n'est pas un danger. C'est au contraire signe de bonne santé. Maintenant, pour aller sur le terrain des inégalités très fortes et de la concentration du capital, pour aller sur ce terrain-là, il n'y a pas de souci, on va y aller. En fait, j'ai juste envie de dire que c'est un effet de l'étatisme. Pourquoi y a-t-il des gens comme Bernard Arnault? Ou comme, comment s'appelle-t-il aussi François Pinault, je crois peut-être, oui, qui doit être avec Salma Hayek, je crois, monsieur a du goût. Pourquoi y a-t-il, si vous voulez, des gens comme Bezos, comme Zuckerberg, comme Musk, tiens? Pourquoi y a-t-il des gens comme Musk? Mais parce que l'État les soutient aussi, hein, vous savez. Ou comme Gates, Bill Gates. Hein. Bill Gates qui est plus que louche, critiquable et plus que mouillé dans certains délires. Lol, on passera ici. Pourquoi? Parce que l'État est présent. Parce que l'État les maintient. Parce que l'État produit des îlots économiques artificiels favorables à eux, des législations qui leur sont favorables, des déniches fiscales. L'État leur octroie un certain nombre d'avantages qui ne viennent pas du marché, mais qui viennent de décisions politiques. Donc en fait, ces hyper-concentrations de richesses, que sais-je, j'entends, je les vois tout à fait, je les vois, mais il y a deux choses ici. D'une part, l'inégalité en soi, juste ontologiquement, n'est pas un problème. Nous échangeons en permanence parce que chacun est inégal. C'est parce que mon voisin n'est pas moi. C'est parce que mon voisin a une spécialité, un talent, une production qui n'est pas la mienne, et donc des avantages comparatifs qui ne sont pas les miens, que je suis prêt à échanger avec lui. Et deuxièmement, tac, comme ça, et
ne sont même pas dues, et donc les forces d'inégalité, ne sont même pas dues au marché en fait, elles sont dues à l'État. Et en fait, ce qu'on fait nous comme projection libertarien sur tout ça, c'est qu'en fait, dans le monde libre, donc sans État, hein, j'entends, il y aurait bien sûr encore l'inégalité, parce qu'elle est une condition humaine, c'est une donnée anthropologique, économique, sociale, biologique, et ouais, psychologique aussi, enfin bref, c'est une donnée du réel, donc on prend le réel comme il est, mais cette inégalité donnée ne déboucherait sûrement pas sur tant d'écart en termes de richesse, qu'on parle de fortune en finance ou de salaire net hein, d'ailleurs, qu'importe ici. Ça peut être valable partout ici. Ça ne serait sûrement pas comme ça. Il y aurait forcément des gens fortunés, sans aucun doute, des gens qui le seraient moins, sans aucun doute, mais bon, d'une part, la monnaie serait extrêmement forte, donc en fait, le peu fortuné est déjà plus fortuné que celui d'aujourd'hui. Déjà, rien que ça. En fait, c'est pareil. Le phénomène de pauvreté extrême, hein, de tiers-mondisation, c'est étatique ça aussi. Hein. Ça, c'est étatique. En gros, pour aller un peu vite, c'est un tout petit peu caricatural, mais on va aller un peu vite. Il n'y a pas d'ultra riches ou d'ultra pauvres en toute liberté. Non. Il y a des gens qui sont plus riches que d'autres, bien sûr, qui ont plus de capital accumulé, quoi, tout simplement. Mais, en même temps, il n'y a pas, si vous voulez, de gens extrêmement pauvres, quoi. Ça serait pas possible. Pour la simple et bonne raison que la pauvreté est une fabrication étatique. La pauvreté ne serait pas possible en toute liberté, parce que la monnaie y serait beaucoup plus forte, parce que l'inflation aurait disparu, parce que l'épargne ne serait pas érodée, parce que les taux d'intérêt seraient reflets de la thésaurisation et des préférences intertemporelles, parce que en même temps il n'y aurait pas de redistribution forcée, de subsides de distribués, d'effets cantillons, je ne sais pas si on se rend compte de l'artificialisation économique qui est totale. Enfin, c'est du délire. Il n'y aurait pas de collectivisme sur la santé, sur la retraite. Il n'y aurait même pas de régalien de force à entretenir, parce qu'il serait entretenu par le marché, et donc les prix, par concurrence, iraient à la baisse. Tout irait à la baisse, quoi. Tous les prix iraient à la baisse. Oui, pareil, ça. Il y aurait aussi une société très riche de déflation. Parce que gain de productivité, parce que préférence pour l'épargne, vu que la monnaie est forte. Et donc, il y a moins besoin d'être dans l'hyperconsommation du quotidien. Enfin... Tout est comme ça, chers amis. Tout est comme ça. Bon, je referme la parenthèse, mais vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à dire, en fait, sur une connerie à chaque fois. On peut toujours aller plus loin. Et on se rend compte que, en fait, Monsieur Ruffin ne comprend rien. Ça, c'était pas étonnant. Mais en plus, au passage, en termes d'indécence, Monsieur Ruffin vide l'argent public. Hein. En tout cas, au moins en partie. Peut-être que Monsieur Ruffin redistribue ensuite une partie à des associations, à ceci, à cela. Peut-être, je sais pas. Si vraiment il est social, comme il dit. Je veux dire, la moindre des choses, si tu participes au corps politique, et si vraiment tu te crois social, il me semble que c'est de redistribuer ton revenu, quoi. Au moins en grande partie. Je crois que Milei le faisait ou le fait encore. Si tu participes à ce grand machin, déjà, moi ça me pose problème déjà, en termes de principe. Mais dans un plan moins réductionniste, redistribue. Donne ce que t'as gagné. Et fais un vrai job dans le privé à côté, quoi. Prouve que tu peux générer de la valeur par tes idées, par ton apport concret à la société, ou par ta participation à une entreprise en tant que salarié. Pas de souci, bien sûr, tout est valable. Tant qu'on est vraiment sur le marché, tant qu'on joue sa peau. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est la grande confusion, enfin en tout cas je la soupçonne fortement, entre valorisation financière et salaire. Et ça, je me dis, autant reclarifier quoi. Bon, le salaire c'est simple, c'est une rémunération pour un travail fourni au sein de l'entreprise. On parle de salaire fixe, de primes et d'autres avantages. Sachant évidemment, enfin ça va de soi, hein, mais je le redis quand même au cas où, que vous savez, mais les employeurs, oui les entrepreneurs et donc les employeurs aussi, ça va ensemble, sont, si vous voulez, soumis à des contraintes fiscales et réglementaires et à des charges terribles. Qu'on parle des entrepreneurs comme des salariés, nous y perdons tous en termes de niveau de vie réel, bien sûr, à cause de l'État. Donc en gros, les salaires, c'est un flux, c'est un revenu annuel. D'accord ? C'est littéralement une somme d'argent que va recevoir un travailleur dans un compte en banque et qu'il pourra
utilisé concrètement dans ces échanges du quotidien. Et donc si le salaire tombe directement notamment sur un compte courant, même si moi je vous incite très fortement à investir, à avoir un taux d'épargne le plus haut possible, et par ailleurs de ne pas trop vous exposer au tissu économique français. Mais bon, comme on dit, ceci n'est pas un conseil en investissement, faites ce que vous voulez. Mais en bref, quand le salaire tombe sur un compte courant, sur votre compte en banque, et il est directement utilisable dans les échanges du quotidien. Vous pouvez le retirer sous forme de billets, sous forme de monnaie directement papier, comme on peut faire des virements, payer par carte bleue chez Carrefour. Ok, voilà. On s'entend, j'espère quand même que c'est clair. Mais vous savez, on est en France, donc en fait, on est obligé de faire ça. Enfin, on est obligé. Après, moi, j'y prends plaisir. C'est pas un calvaire, mais il faut revenir aux bases, quoi. Parce que François, en tout cas, ne semble pas très au clair. Et ensuite, il y a la valeur des actions et d'autres actifs qui sont en fait des parts d'entreprise. Sur Monsieur Arnault, c'est de ça dont il parlait là, x6 en 10 ans là. C'est de la valorisation financière. Valeur fluctuante sur les marchés financiers, et c'est pas du cash directement accessible. Pour l'obtenir, pour le déplacer ensuite sur des comptes en banque ou le retirer en banque, si on le désire en tout cas, il faut vendre des parts. Il faut replacer sur le marché et donc refaire gonfler l'offre de parts. Donc quand certains médias ou politiques comme M. Ruffin, bien à gauche souvent, dénoncent ces fortunes indécentes, j'ai l'impression quand même qu'il y a une confusion délibérée, à vous de décider, entre ces notions de rémunération annuelle et de liquidité disponible dans des comptes en banque et une valeur totale d'actifs de l'autre côté. Et cette confusion-là, elle est classique, bateau, courante. J'en veux absolument pas aux gens qui la font, au sens les gens du quotidien, l'homme moyen, l'homme de la rue. C'est normal, enfin encore une fois, on n'a pas été éduqué à ça. C'est normal, enfin moi je veux dire, j'ai aucun, aucun grief et aucune colère contre les gens ordinaires, au sens économique, je veux dire, au sens de leur culture économique. C'est l'endoctrinement, quoi. C'est les mensonges. Par contre, pour un responsable politique, ça pose un peu plus de problèmes dans la mesure où il est public, où il a une parole qui porte, des responsabilités selon moi qui vont avec, et donc qu'il endoctrine à son tour un certain nombre d'individus. Et donc sur les milliardaires, nous sommes sur des actifs illiquides. D'accord ? Des actions, des biens immobiliers, d'autres investissements, parfois exotiques pour certains aussi. Très bien. De la crypto, de l'art, ok, si vous voulez. De la terre, bien sûr, des terrains, ok. Et toute cette fortune-là, donc là il a dit 190 milliards, très bien, ça relève de cette catégorie, bien sûr. C'est pas une somme que tu retires en cash, que tu as sur un compte en banque, pas du tout. À la fin, ça entretient ce discours démagogique sur la justice sociale, la redistribution, d'accord ? Ça entretient tout leur narratif. Ces petits jeux de langage, ces petits jeux de confusion, ces petits amalgames dont on ne sait pas trop s'ils sont entretenus ou pas, si c'est fait exprès, s'ils sont sincères, on ne sait pas trop. Bon, je pense qu'il y a de tout comme partout ailleurs. Des gens sincères qui ne comprennent rien et des gens complètement au courant qui font exprès, littéralement, qui sont là pour rester en place et qui n'ont que faire de la vérité. Dans tous les cas, il y a des Français qui restent dupés par ces beaux discours. Voilà, on va s'arrêter là, écoutez. C'était encore une fois sympathique de passer le mot avec vous. Si tout ça vous plaît, rendez-vous en description sur l'Académie pour aller un peu plus loin à mes côtés, avec des podcasts, des emails et autres contenus sympathiques sur l'économie et globalement, on va dire, les phénomènes sociaux. Et puis il y a aussi 6 leçons, mon cours d'économie co-créé avec Stéphane Gère, l'éditeur du livre 6 leçons. Donc d'économie, bien sûr, 6 leçons d'économie, qui pourraient grandement vous intéresser si jamais vous cherchez à vous former en la matière. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui, et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.